Je salue en particulier tous les reconstructeurs communistes que j'ai vus arriver tout à l'heure. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Mesdames, Messieurs, je suis venu vous dire que je m'en vais. Pas tout de suite. Je m'en irai le 21 mars prochain, à 10h du matin. Notez-le. Je vous invite toutes et tous ici même. Tous les salons seront ouverts ce matin-là pour vous accueillir. Mais l'événement, ce ne sera pas mon départ. L'événement, si le conseil municipal confirme ma proposition, ce dont je ne doute pas, ce sera l'élection de Christine Janoté pour me succéder. C'est un événement, ce sera un événement, car pour la première fois dans l'histoire d'Orly, le premier magistrat de la commune sera une femme. Mais ce n'est pas parce que c'est une femme parce que c'est une femme que je la propose à ce poste pour la relève, c'est parce qu'elle a toutes les qualités nécessaires pour le mériter et pour l'assumer. Christine Janoté est une Orlysienne. Elle est née à Orly de parents et de grands-parents orlysiens. Elle a fait toute sa scolarité à Orly. Elle est entrée dans la fonction communale après ses études secondaires à Orly. Après quelques années aux côtés de la directrice des services financiers que je salue, de la commune, nous lui avons confié la direction du CISPO, le Centre d'insertion sociale et professionnelle d'Orly. On peut dire qu'elle a fondé ce centre de formation professionnelle en 1982 avec Farid Rajou, mon adjoint au personnel. Elle a accueilli en formation depuis pendant plus de 20 ans plusieurs milliers de jeunes et de moins jeunes d'Orly et des autres communes avec compétences, intelligence, créativité. Ce centre, beaucoup de communes nous l'envient et les services de l'État qui sont ici présents ce soir ont une appréciation très positive de son action, de son activité. Élue conseillère générale du Val-de-Marne lors des dernières élections avec 63% de suffrages, un excellent score, elle a déjà pris à bras le corps les problèmes du canton, notamment le Sénat, les voiries départementales, le stationnement illégal des familles qui vivent en caravane dans la région, les problèmes du logement social et de relations avec l'OPAC. Elle est d'ailleurs membre du bureau de l'OPAC du Val-de-Marne depuis son entrée au conseil d'administration. La deuxième adjointe est une des plus jeunes de la nouvelle équipe. Elle aussi est orlysienne. Elle a fait toute sa scolarité. Je regardais si elle était là. Elle a fait toute sa scolarité primaire et secondaire à Orly avant de rejoindre l'université à Paris où elle prépare un doctorat. Elle est adjointe à l'aménagement, aux travaux, aux affaires économiques et à l'emploi. In Benaïni. Ce n'est pas pour cela non plus que nous l'avons intégrée dans notre équipe. C'est parce qu'elle est orlysienne, ville où sa famille est venue s'installer quand elle était petite. Et c'est parce qu'elle s'intéresse depuis de nombreuses années à la ville, à la commune, et qu'elle avait envie de s'investir dans sa gestion. La municipalité tout entière est à l'image du conseil. Elle est composée de conseillers avec de conseillers municipaux représentatifs de tous les quartiers, de toutes les composantes de la gauche. Elle est le reflet de la jeunesse de notre ville, y compris de la jeunesse des anciens, de la jeunesse des vieux, pour les appeler par leur nom. La ville que nous confierons le 21 mars prochain à Christine Janoté et à toute son équipe n'est pas seulement une ville, j'ai envie de dire que c'est un chantier, un immense chantier. Il y a et il y aura de plus en plus, dans les semaines qui viennent, des grues dans le ciel d'Orly. 44 ans, c'est plus de la moitié de ma vie. Je ne savais pas au moment de mon élection que j'allais me passionner autant et aussi longtemps pour cette ville qui venait de m'adopter avec les 2/3 de sa population nouvelle, celle du grand ensemble. La ville a beaucoup changé au cours de ces 44 années. Elle a évolué et préparé la nouvelle évolution dans laquelle elle est engagée avec succès et avec talent.
J'emploie volontairement ces qualificatifs parce qu'elle doit cette évolution à toutes les équipes qui se sont succédées autour de moi, y compris à ceux qui nous ont quittés volontairement ou qui nous ont lâchés et même combattus par la suite pour des raisons politiques que je respecte ou par ambition personnelle. Je ne suis pas un faux modeste. Je sais que j'ai ma part dans ce qui a été fait, mais je sais aussi à qui je le dois. J'ai une pensée pour mes parents qui m'ont mis sur le bon chemin, le droit chemin, pour mes maîtres d'école, de l'école publique, laïque et républicaine, pour mes camarades, particulièrement ceux de la résistance, des prisons et des camps, qui ont fait de moi ce que je suis devenu. Ce sont eux qui ont le plus marqué ma vie. J'ai une pensée bien sûr pour mes camarades communistes d'Orly, de la première étape, sans lesquels je n'aurais pas eu la chance, après avoir côtoyé la mort, la désolation, les horreurs de la guerre, de contribuer à un poste éminent à la construction d'une ville. Je n'en veux pas à ceux qui ne m'ont pas compris et pas suivi dans les années de mon exclusion du Parti communiste. D'autant plus qu'il m'était arrivé dans le passé de croire être fidèle à mon idéal en votant des exclusions pas plus méritées que la mienne. C'était il y a 20 ans, en 1989. J'ai l'intention, dès que j'aurai le temps et avec le recul nécessaire, d'écrire sur cette période. Elle fut douloureuse pour moi, parce que c'était comme si j'avais été exclu de ma famille. Ma mère et mon père étaient communistes. C'était des paysans communistes, dans les années 30, à une époque où les communistes ne couraient pas les champs, dans les campagnes. En 1939, à la déclaration de la guerre, j'avais 15 ans. Et c'est tout naturellement qu'en 1941, lors de la création de son premier cercle clandestin en Saint-Rémy-de-Provence, j'ai adhéré à la jeunesse communiste, puis au parti, avant de m'engager en 1942 dans les francs-tireurs et partisans français. En 1943, j'ai été arrêté et après un an de prison en France, j'ai été déporté au camp de Buchenwald en Allemagne, avec le parti, toujours avec le parti communiste clandestin pour m'accompagner. Lorsque je suis revenu au mois de mai 1945, j'ai retrouvé mon parti, non seulement légal, mais premier parti politique de France. Les responsabilités auxquelles j'ai accédé par la suite, en Provence, m'ont conduit à venir habiter la région parisienne, et particulièrement à Orly en 1961. Vous comprenez pourquoi en 1989, je me suis senti orphelin, alors que je devais tout au parti. Sans le Parti communiste, je serais probablement resté maraîcher à Saint-Rémy-de-Provence. Je n'aurais pas vécu la vie riche, utile, qui aura été la mienne. Ce qui est arrivé au Parti communiste, et j'ai envie de l'écrire au pluriel, m'attriste. Mais je ne rejette pas la responsabilité sur les autres. J'ai ma part de responsabilité. D'autant plus que je n'ai pas seulement été un militant de base du Parti communiste. J'ai siégé pendant 15 ans au comité central du parti. J'ai même été secrétaire du comité central pendant quelques années, avec Maurice Torres, Jacques Duclos, Marcel Servin, Gaston Buissonnier et Guy Colonnet. Tous les communistes ont leur part, ceux qui ont vu juste avant les autres, ceux qui ont alerté et ont été exclus, ceux qui sont partis sur la pointe des pieds sans rien dire. Les rénovateurs, les reconstructeurs, les refondateurs, les dissidents de toutes les époques, nous avons notre part parce que nous avons été incapables de nous retrouver pour faire triompher notre point de vue, même si aujourd'hui je pense que c'était mission impossible. C'était mission impossible, la preuve, c'est que Mikhaïl Gorbatchev, le plus illustre, le plus apte, le mieux placé, le plus entouré des reconstructeurs communistes pour réussir à démocratiser le plus important parti communiste du monde, le Parti communiste de l'Union soviétique, n'y est pas parvenu. Les communistes orthodoxes ont organisé un complot et un grand opportuniste, alcoolique et irresponsable, a tiré le marron du feu et conduit à l'implosion
le premier pays socialiste, il s'appelait Brzezinski. Je suis reconnaissant aux Orlysiens qui m'ont gardé leur confiance en 1989. C'est la première fois, d'ailleurs c'était la première fois dans l'histoire du Parti communiste français qu'un maire exclu du parti était réélu. Ce fut également le cas de mon camarade Robin Jarry, maire du Mans, dans la Sarthe à l'époque. Orly a été fidèle malgré tous les mensonges, toutes les calomnies déversées dans la rumeur publique. Merci Orly. J'ai toujours considéré que j'avais une dette envers mes camarades qui sont morts à Buchenwald, ou dans les autres cas. Pourquoi eux, pourquoi pas moi? Grâce à Orly, j'ai aujourd'hui le sentiment de ne pas être revenu pour rien. Orly, la cité d'urgence, Orly, la cité de transit, la cité Million, l'Élocofa, le grand ensemble, Orly, l'eau sensible, Orly, zone d'éducation prioritaire, mais Orly attachant, Orly qui s'en sort. J'ai confiance dans l'avenir d'Orly, comme j'ai confiance dans l'avenir de la banlieue parisienne. Orly, après avoir été le dépotoir de Paris pour libérer les arrondissements populaires de la capitale, des ouvriers, pour les livrer aux promoteurs immobiliers de bureaux, après avoir été la ville des classes provisoires, des bureaux de la sécurité sociale provisoire, après avoir été dépendante de Choisy pour les transports publics, le commerce, les médecins, Orly s'est prise en charge, non seulement sur le plan des équipements publics, sociaux et culturels, y compris sportifs, mais également sur le plan de l'urbanisme, de l'insertion des cités dans la ville. Le nouveau quartier du fer à cheval a été pensé pour recoudre les cités, édifiées les unes à côté des autres, autour d'un centre urbain, où l'on trouve après le centre culturel Aragon et les Atriolets, le centre de Claire et sa galerie marchande, des commerces et des restaurants, des cabinets médicaux, un centre d'analyse médicale, la résidence hôtelière Léo Ferré pour les étudiants et les apprentis, la résidence du sol Sangré pour accueillir les personnes âgées dépendantes, et bientôt le collège Robert Desnos, nouvelle génération, qui sera reconstruit par le Conseil général, et je remercie le président du Val-de-Marne, dans le prolongement du nouveau Calmette. Ce sera un collège de la nouvelle génération. Le nouveau quartier de l'hôtel de ville a été inventé, lui, pour regrouper tous les services publics et municipaux au centre géographique de la nouvelle ville, en intégrant le grand ensemble et les quartiers anciens. Nous avons adopté un projet urbain créer la ville qui nous a conduit dans le premier temps à construire un passage sous les voies de chemin de fer reliant l'ancienne rue Paul Lafargue à la rue d'Orval. Les anciens se souviennent, pour donner naissance à l'avenue de la Victoire. C'était en 1975 déjà. Nous l'avons baptisé sur tout son parcours avenue de la Victoire, par la construction d'une passerelle reliant la mairie au centre administratif a fait le reste. Le quartier historique, le vieil Orly et les cités se sont donné une âme. La maison commune n'oublie personne, elle est à la portée de tous les Orlysiens, les anciens dans le quartier desquels elle est revenue et les nouveaux quartiers. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans l'opération de renouvellement urbain après avoir été une des premières villes de la région parisienne à signer une convention avec le ministre de la ville de l'époque, M. Jean-Louis Borloo. Nous détruisons quelques immeubles, comme nous en avons fait pour le Grand Berriot, du quartier des Aviateurs, ou Alfred de Musset, à la Pierre aux Prêtres, pour mieux intégrer les immeubles qui resteront et ceux qui seront construits dans la ville. Mais avant de conclure, je ne peux pas ne pas évoquer ce qui se passe en Israël et dans la bande de Gaza. Certes, Israël ne peut pas continuer à vivre sous la menace des roquettes qui tuent des innocents. L'attitude du Hamas est stupide et dangereuse pour la paix et pour les Palestiniens. Mais pour autant, les tirs de roquettes qui doivent être arrêtés ne sauraient justifier l'ampleur du massacre auquel nous assistons. Je partage l'opinion de Stéphane Hessel, un camarade de camp. Il était déporté au camp de Buchenwald. Stéphane Hessel, qui est ambassadeur de France et qui est le co-auteur
de la Déclaration universelle des droits de l'homme considère qu'il faut négocier aujourd'hui et qu'il faut négocier, quoi qu'on en pense, avec le Hamas. Il faut arrêter la guerre. L'émotion est grande à Orly. Les Orlysiens d'origine israélite comme les Orlysiens d'origine arabe vivent dans l'angoisse ces événements. Je les appelle à agir ensemble avec tous les Orlysiens, quelle que soit leur origine ou celle de leurs parents, à l'action pour faire triompher la paix. Et je veux assurer de mon mépris ceux qui, pour des raisons politiques, voudraient tenter de dresser les communautés les unes contre les autres. J'ajoute qu'à Orly, je considère depuis longtemps qu'il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté orlysienne. Ensemble, Orlysiens, Juifs et Arabes, nous avons travaillé pour créer la ville. Ensemble, nous devons travailler pour construire. Chers collègues et chers collègues de la municipalité, chers collègues conseillers municipaux, vous avez du pain sur la planche. Dans quelques semaines, je vous dirai au revoir, pas adieu. Nous allons préparer ce moment avec les Orlysiens et les Orlysiens pour que la réussite soit de nouveau au rendez-vous à Orly. Et je vous assure de ma confiance. Maintenant, je vous remercie toutes et tous d'être venus aussi nombreux. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont préparé notre rencontre de ce soir, les services techniques, ceux des Parcs et Jardins qui ont préparé la salle, ceux et celles qui l'ont magnifiquement décoré, avec François Gauthier, les services de la restauration scolaire, ceux de la communication, la direction générale, le cabinet du maire, et plus particulièrement tous ceux qui se sont impliqués pour nous accueillir, pour assurer la sécurité dans les garages, dans les parkings. Merci à toutes et à tous. Et maintenant, place à la fête, et vive Orly!